Bienvenue dans Papa GPA, le podcast qui raconte un parcours de gestation pour autrui queer et dans une démarche éthique. Épisode 9, une grossesse à distance. « 3, 2, 1, bonne année !» Ta marraine est là, avec de très bons amis et leur bébé. Les vœux qu'elles nous font sont unanimes. Cette année, le bébé, c'est pour vous. Bon, moi là qui bois jamais, je prends quand même une petite coupette de champagne pour honorer ce toast si spécial. En effet, on vient d'entrer en 2023, l'année où, espère-t-on, nous deviendrons papa. Toute la phase préparatoire est terminée, pense-t-on naïvement, les embryons sont là, et toi parmi eux, le contrat est signé, Diana a hâte de commencer, la clinique de fertilité a donné un rendez-vous début janvier pour commencer la préparation hormonale. Maintenant, on passe aux choses, je dirais pas sérieuses, car je crois que tout ce qu'on a traversé jusque-là a été très sérieux, mais en tout cas aux choses concrètes. Diana commence ce parcours médicalisé par un nouveau check avec prise de sang, etc. pour s'assurer que tous les paramètres sont au vert. Puis, elle commence sa préparation hormonale qui va durer une vingtaine de jours et qui va permettre à son corps de constituer au sein de son utérus le petit lit douillet nécessaire pour t'accueillir. Alors, derrière cette image fort mignonne, il faut quand même s'imaginer que Diana va se faire une injection tous les jours. Donc, c'est pas anodin. Elle nous envoyait des photos des seringues accumulées, c'était impressionnant. On était un peu rassurés de savoir que son mari l'accompagnait aussi dans ses injections. Pendant cette période, tous les 5 ou 6 jours, elle a un rendez-vous pour procéder à d'autres prises de sang, ou à une échographie pour vérifier que tout se passe bien. De notre côté, on doit choisir quel embryon on souhaite voir implanté. Sur la question du sexe, on a choisi de ne pas choisir. On s'est dit que tu t'incarnerais comme ça te chanterait, et que nous, en fait, on s'en fiche totalement si tu nais avec tel ou tel sexe. Et sur la question du genre, que nous pensons être une construction sociale, c'est certainement pas sur une feuille de laboratoire médical que ça se joue. Quelques jours avant le transfert, prévu fin janvier 2023, nous offrons à Diana et son mari un dîner au restaurant de leur choix et on s'assure que les enfants sont gardés pour que leurs parents puissent y aller seuls en amoureux. Le lendemain, Diana nous raconte leur fabuleuse soirée et, par là même, nous fait mourir de rire. Elle avait ramené dans un petit Tupperware des oignons revenus, comme elle les aime, pour agrémenter son plat au restaurant. Non mais c'est pas génial comme move ça quand même? Je peux te dire que sur le sujet savoir ce qu'on veut, Diana, elle est au niveau ninja d'élite. Le matin du transfert, elle reçoit de notre part un petit bouquet de ses fleurs préférées pour la remercier et pour l'accompagner dans cette journée si spéciale. Diana se rend ensuite à la clinique de fertilité avec son mari. Nous, on est en appel vidéo avec une des embryologistes. On dit coucou à Diana, on est tous très excités, son mari est à ses côtés, le reste de l'équipe nous dit aussi bonjour. L'embryologiste nous montre l'écran suspendu au mur sur lequel tout le monde va pouvoir observer le transfert en direct. Le médecin-chef va chercher l'embryon dans la salle voisine où il a été décryogénisé et il le fait rentrer dans une sorte de pipette très fine et très longue qu'il introduit ensuite par voie vaginale dans l'utérus de Diana. On voit à l'écran l'échographie qui zoome sur l'extrémité de la pipette. Un tout petit point avance doucement vers l'orifice de sortie. C'est l'embryon. Le médecin vient le déposer doucement sur la paroi de l'utérus, puis retire délicatement l'appareillage. Et voilà, c'est fait. Un petit quart d'heure, et nos vies viennent de basculer. On remercie chaleureusement tout le monde, on laisse Diana et son mari passer un peu de temps avec l'équipe médicale en toute intimité, on raccroche, je te laisse imaginer notre émotion. Il faut attendre une dizaine de jours avant la prise de sang qui va confirmer si les marqueurs hormonaux confirment un début de grossesse. Chacun revient à sa vie normale, mais l'attente est longue. Puis, le vendredi de la semaine suivante, tard le soir, ça vient des USA, la nouvelle tombe via un email de la clinique de fertilité. Les marqueurs indiquent que le transfert a échoué. L'embryon n'a pas pris, Diana n'est pas enceinte. Il y a 1000 manières de raconter cette histoire. L'une d'elles serait de dire que tu ne t'es pas incarné dans cette enveloppe corporelle, que les étoiles n'étaient pas alignées. Maintenant que je te raconte cette histoire, je sais que ça se termine bien pour toi car tu es là, mais quand nous recevons cet email,
C'est un gros coup de massue. Nous ne savons pas si c'est juste un échec au premier transfert, et c'est souvent le cas, comme j'en parlais dans un épisode précédent, ou si nous sommes au début d'un long calvaire où les problèmes vont s'enchaîner, où nous allons réaliser qu'aucun embryon n'est viable, où ça va être des années et des dizaines de milliers d'euros pour tout recommencer. On en parle beaucoup avec Diana, pour qui c'est évidemment aussi un moment difficile. On ressent d'ailleurs le besoin d'en discuter de manière un peu plus intime que dans un groupe WhatsApp où il y a l'agence. On crée notre propre groupe avec juste nous trois. Bizarrement, alors qu'on pensait déjà être proches, cet événement nous rapproche encore plus. On parle de nos intimités, de nos émotions plus subtiles que l'euphorie permanente. 2 mois plus tard, en mars, sur une proposition de la clinique et avec l'accord de Diana, le processus est reproduit une seconde fois. Les tests, les injections et à la fin du mois, un nouveau rendez-vous pour le second transfert. Cette fois-ci, au lieu de fleurs fraîches, on fait livrer les mêmes fleurs mais composées avec des pièces de Lego. En rigolant, on lui dit qu'on espère que comme ça, cette fois-ci, ça tiendra un peu mieux. Elle nous a dit plus tard que ça l'avait bien fait rire. Lors du rendez-vous à la clinique, on devrait être beaucoup plus stressé vu ce qui s'est passé la première fois. Mais Diana et nous avons beaucoup parlé entre-temps, on sait où on en est et pourquoi on est là. On se fait un petit signe entendu de la tête, tout le monde est prêt. Tout se passe exactement de la même manière. À l'écran, le minuscule point glisse doucement hors de la pipette et est délicatement déposé sur la paroi de l'utérus. On remercie de nouveau Diana et l'équipe, on raccroche, on est de nouveau tout autant ému. Le lundi suivant, on reçoit le mail tant attendu qui confirme la grossesse de Diana. Ça y est, elle est enceinte et nous avec elle. On va devenir papa, on va devenir tes papa. Ah, cette émotion et cette journée, je m'en souviendrai toute ma vie. 1 mois plus tard, ta conception est confirmée par échographie. L'idée, c'est de vérifier qu'au-delà des résultats sanguins satisfaisants, tu sembles te développer comme prévu. On est de nouveau connecté en appel vidéo et on ne rate pas une seule seconde. Et ce sera le cas pour chaque future échographie malgré le décalage horaire et les milliers de kilomètres qui nous séparent. Et cette distance, pendant toute la grossesse, on va devoir l'appréhender, composer avec. C'est pas toujours facile, mais Diana nous envoie très régulièrement des photos d'elle et de son ventre qui grandit. On va échanger quasi quotidiennement, et pas uniquement pour parler de toi, mais de plein d'autres choses, de nos vies, nos boulots, nos actualités. On plaisante aussi sur tout un tas de sujets. On fait des appels vidéo une fois tous les 10-15 jours. Souvent, Diana est avec un de ses enfants, ce qui nous permet d'apprendre à les connaître aussi. Parfois, son mari nous rejoint et on papote tous ensemble. On fait très attention à vérifier régulièrement avec elle si on n'est pas trop intrusif, envahissant. On lui dit qu'il y a des moments où elle a peut-être envie d'avoir des semaines entières où elle ne nous parle pas, pour être aussi dans sa petite bulle, ce serait normal. On fait aussi des enregistrements de nos voix, où on lit des petites histoires, on te chante des comptines, on te dit qu'on a hâte de te rencontrer. On envoie tout ça à Diana qui te le fait écouter très souvent avec son téléphone. C'est comme ça, avec nos voix enregistrées, que notre premier contact s'est fait. Alors, on peut penser que ce serait mieux si c'était une voix dont toute l'ampleur vibratoire n'est pas comprimée numériquement. On peut aussi dire qu'un toucher, une chaleur, une onde, une présence physique régulière, ce serait mieux pour accompagner le développement de son enfant dans sa vie intra-utérine et pour être en soutien de la femme porteuse qui permet tout cela. Eh bien, que dire? Oui, bien entendu que ce serait mieux. Bien entendu qu'on aurait préféré que Diana vive à 30 minutes et qu'on puisse venir vous voir toutes les semaines si elle en a envie, passer du temps avec elle et sa famille et avec toi. Mais ça, c'est pas possible, car la GPA, c'est illégal ici, même quand c'est encadré éthiquement, comme tu le sais maintenant. Alors bon, on fait autrement. Mais par contre, je n'accepte aucune critique des opposants et opposantes qui consiste à regretter que le fœtus n'est pas plus en contact avec ses parents ou que la femme porteuse ne soit pas mieux accompagnée dans son quotidien. Car nous, on ne demande que ça. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti émotionnellement. Un balancement permanent entre la culpabilité de ne pas pouvoir être auprès de toi et quand je me rappelais que cette distance, on la subissait, de la colère contre ces gens qui se font passer pour de grands humanistes, mais qui en réalité empêchent les parents d'être auprès de celles et ceux qui ont besoin d'elle. On a beaucoup pensé à toi, chaque jour. Tant et si bien que, contrairement aux parents qui peuvent vivre une grossesse aussi physiquement, nous, on a continué, mais dans nos pensées.
Et puis, il ne faudrait pas s'imaginer que c'est un moment où ça se calme côté administratif. Non, on doit toujours préparer l'étape suivante, prendre des décisions sur d'autres parties, signer d'autres contrats, écrire d'autres emails, etc., etc. Par exemple, faut-il prendre une assurance bébé qui couvrira les soins de santé si tu as un problème à la naissance? Quand c'est la mère qui donne naissance, c'est plus facile car c'est l'assurance santé de celle-ci qui entre en jeu. Mais pour nous, c'est pas possible. Car l'assurance pourrait dire bah, désolé, mais vous avez stipulé avec précision que ce bébé n'a pas de lien légal avec mon assuré, donc bah, nous n'allons rien rembourser. Ce qui est, faut bien l'admettre, assez cohérent. Donc nous sommes les seuls parents qui porteront la charge financière totale s'il y a des complications postnatales, s'il faut une intervention chirurgicale, s'il faut un soutien médical, etc., etc. Les assurances bébés, qui sont assez rares, coûtent entre 10 000 et 30 000 dollars pour une grossesse d'un seul bébé. Là encore, c'est des sommes colossales, mais c'est à mettre en perspective au prix de la nuitée en couveuse aux USA, qui coûte facilement entre 1 500 et 2 000 dollars par nuit. Mais bon, c'est pas comme si on avait le choix, donc on avance de manière un peu robotique. Cette grossesse nous occupe tout autant que si on la vivait physiquement, on porte tout ça à notre manière, on fait une grossesse administrative. Une après-midi, ma mère, ta grand-mère, m'appelle pour prendre des nouvelles. Je suis en train de conduire seul, donc c'est parfait. Je lui fais un récap d'où on en est sur le parcours de GPA, elle m'écoute avec attention. Et puis, elle finit par me dire, mais mon fils, tu me parles beaucoup de tous ces dossiers à traiter, mais en tant que papa, tu te réjouis? Tu as hâte? T'y penses? Et là, c'est comme si j'atterrissais brutalement. Comme si tout d'un coup, je re-rentrais dans mon corps, je reprenais conscience après une sorte de semi-coma. Je, je, je vais être papa. Je vais être papa. Ton papa, Aube. On doit gérer tellement de choses à la fois dans ces parcours que pour tenir, on se transforme un peu en machine à abattre des tâches, à envoyer des emails, à vérifier des documents. Et parfois, dans le vrombissement de nos propres moteurs entraînés à toute allure, on en oublierait presque de se poser, souffler, éteindre temporairement les to-do list et se rappeler que tout ça, c'est pour devenir parent, pour accueillir un enfant, pour te faire venir au monde, Aube. J'étais toujours au volant, je me suis arrêté et égaré. Une petite larme a coulé le long de ma joue, de choc et de joie. Un peu de culpabilité aussi de ne pas avoir pensé à me recentrer plus tôt. J'ai dit à ta grand-mère que je la rappellerai un peu plus tard, et dans le silence de la voiture, je me suis concentré fort sur toi. Et je t'ai envoyé des milliers d'ondes de joie, de plaisir et de bonne santé, à toi et à Diana. Ces ondes, je les imaginais grandes, longues, de toutes les couleurs, s'entrelaçant avec énergie. Je les voyais s'étendre et voyager au-dessus de l'Atlantique, parfois rebondissant sur la surface de l'océan, et vous arrivez aussi vivantes et vibrantes que je les avais envoyées. Vous entourez toutes les deux avec douceur, et vous réchauffez de tout notre amour. Et je me suis dit, entre notre enfant et nous, il y aura toujours la lumière d'un arc-en-ciel, et je ne laisserai personne éteindre cette force. Après ce moment, bien entendu que la machine a repris. Mais les semaines passent, on voit le ventre de Diana grandir et s'étendre sur les photos. C'est fou de se dire qu'elle est en train de créer la vie, ta vie. Nous, on compte les jours. Notre sablier, c'est l'argent qui disparaît petit à petit du compte séquestre à chaque nouveau paiement. Bizarrement, on s'en réjouit car ça veut aussi dire que ça avance. C'est une étrange relation au temps. D'ailleurs, à propos de compte séquestre, il faut quand même que je te raconte quelque chose. Comme je l'expliquais au début, ce compte permet d'assurer à toutes les parties prenantes que nous n'aurions ni défaut ni retard de paiement. On verse donc généralement entre 50 000 et 100 000 dollars d'un coup dessus avant le début de la grossesse. Quand l'argent arrive sur le compte séquestre, aux USA, tout le monde est rassuré. On payera bien. Formidable! Sauf que nous, qui nous rassure? Qui nous garantit que cette somme démente qu'on vient d'envoyer dans un pays étranger sur des comptes dont on connaît mal les formats est bien arrivée et bien en sécurité? Des histoires d'erreurs de numéros et de sommes coincées quelques semaines, j'en ai entendu plusieurs. Mais ce sont pas les pires. Au printemps 2024, donc cette année, la fondatrice et PDG d'un des plus grands prestataires de comptes séquestres
disparaît du jour au lendemain. Il faudra quelques mois, des actions en justice et des appels à témoins du FBI pour comprendre que la PDG semble être partie avec l'argent de plus de 800 familles, soit un magot estimé à plus de 16 millions de dollars. Le jugement se fera l'année prochaine en 2025, donc elle est, jusqu'au verdict, présumée innocente, mais les effets sont déjà là. Je connais plusieurs couples français qui ont été directement impactés. Un ami a perdu comme ça 100 000 euros. Tu imagines l'horreur? Certaines familles ont dû abandonner leur rêve de parentalité. D'autres n'ont pas eu d'autre choix que de trouver de l'argent car la femme porteuse de leur enfant était déjà enceinte. Nous, on a choisi un prestataire qui jusque-là s'est avéré fiable, par pure chance. Donc, tu vois, la distance, l'impossibilité de le faire chez soi, c'est aussi ce genre de risque. Car en France, on pourrait tout à fait imaginer un cadre plus sécurisé et moins capitaliste qu'aux États-Unis, comme par exemple un Conseil national de la gestation pour autrui qui encadrerait et des antennes locales qui instruiraient et accompagneraient sur le modèle de ce qui se fait pour l'adoption, comme le suggère Michael Ziegel dans une interview pour le Lobby Radio Campus en juin 2024. Il y a deux choses qu'on va faire et qui vont rendre cette grossesse beaucoup plus incarnée pour nous. La première, c'est tout simplement de venir aux USA pour vous rencontrer. Mais oui, comme on était en mesure de financer ce petit voyage aux USA, on est venu te rencontrer physiquement, toi, Diana et sa famille. Oh là là, mais qu'est-ce que cette semaine était haute en émotions. C'était en juillet 2023. On a choisi cette semaine-là sur les conseils de la clinique et avec l'accord de Diana, car ce serait celle de la grosse échographie des 21 semaines. On prend un avion pour l'aéroport le plus proche de chez Diana, puis on saute dans une voiture de location. Quand on fait le dernier morceau de route pour venir te voir, on est fébrile. Puis, au dernier virage pour arriver chez Diana, on entre dans une rue comme dans les séries américaines, petite pelouse verte, bien tondue, devant les maisons qui s'enchaînent les unes après les autres, grosse voiture garée devant. Franchement, je m'attendais à voir débarquer un de ces enfants qui livrent les journaux à vélo pour lancer nonchalamment les news du jour. En milieu de rue, on voit un petit groupe de personnes assises sur les marches devant l'une des maisons nous faire coucou. Juste au-dessus d'elle flotte le drapeau états-unien sur ciel bleu sans nuages. Je te jure, c'est dur de se dire que c'était pas une scène de film. Diana, son mari et leurs 3 enfants nous sourient en nous saluant et nous disent de nous garer devant. On sort de la voiture et on se saute dans les bras. Littéralement, comme si on s'était déjà vu 1000 fois et qu'on s'était beaucoup manqué. On rigole, on se fait des grandes et longues accolades. On a beaucoup de choses à se raconter, on est tellement heureux et heureuses. Tout ça dure un moment assez long, je dirais une grosse demi-heure, toujours devant la porte. Et puis, c'est comme si le moment venait naturellement. Maintenant qu'on a rencontré Diana, en vrai, on va pouvoir te rencontrer toi aussi, en vrai. On lui demande si on peut te parler, mettre notre main sur son ventre dans lequel tu grandis depuis déjà 5 mois. Et là, je sais pas comment parler de ce moment tellement il est magique et unique. Celui de notre première vraie rencontre. Et ce fut aussi bouleversant qu'on peut l'imaginer. On t'a dit bonjour, on t'a parlé, un peu en anglais pour inclure Diana et sa famille qui étaient autour de nous, puis un peu en français pour que tu entendes notre voix plus classique. Je pense qu'il y a plusieurs moments où on devient papa d'un enfant. Ce fut l'un d'eux. Un magnifique moment de nouage. Le second moment ultra fort de ce séjour, ce fut évidemment l'échographie elle-même. Cette fois-ci, on allait pouvoir vivre ça en étant présent dans les locaux. À la fin du 3e mois de grossesse, la clinique de fertilité avait passé la main aux professionnels de santé qui s'étaient déjà occupés de Diana pour ses 3 enfants. Donc, on a rendez-vous à l'hôpital où tu vas naître. C'est génial car on nous propose carrément de visiter les salles d'accouchement inoccupées pour qu'on sache à quoi ça ressemble. Franchement, c'est une méga bonne idée. Surtout dans notre cas de grossesse à distance. De savoir comment allait être le lieu de ta naissance, ça m'a beaucoup aidé à me projeter pour la suite. Puis, ce fut le moment de l'échographie. C'était à la fois un moment attendu et craint, car on allait savoir si tu avais bien 4 membres, le nombre prévu d'organes, la taille estimée, etc. Je me souviens, on était Diana, ton autre papa et moi, dehors devant l'hôpital.
J'ai demandé à Diana si je pouvais te dire un mot avant d'entrer. Avec son accord, je me suis agenouillé par terre, j'ai mis mes 2 mains sur son ventre et, en anglais car je voulais que Diana puisse l'entendre aussi, je t'ai dit « Petit bébé d'amour, quoi qu'il arrive, quoi qu'on découvre dans cette échographie, je suis ton papa. Nous sommes tes papas. Et nous prendrons soin de toi. Nous continuerons à t'aimer comme nous t'aimons déjà, inconditionnellement et infiniment. Nous savons que nous changerons de vie quand tu arriveras et nous rejoindras. Et s'il faut changer de vie d'une manière que nous n'avions pas imaginée, nous le ferons, car nous t'aimons, tout simplement. » Le reste du séjour a été tout aussi génial. On logeait à une vingtaine de minutes de chez Diana, dans une super maison à l'américaine, habitée par un trentenaire absolument adorable et allié proactif de longue date des causes LGBTQIA+. Nous sommes rapidement devenus amis. On a revu Diana et sa famille presque tous les jours, en faisant bien attention à ne pas s'imposer. On a mangé souvent ensemble, dehors ou à la maison. On est allé se baigner avec toute la famille au lac, on est allé se faire masser et on est allé voir le film Barbie au cinéma, habillé tout en rose avec des t-shirts Barbie qu'elle nous offre juste avant, en surprise. On passe aussi du temps juste posé chez Diana dans son salon, sur les canapés méga confortables, à discuter de tout et de rien. Elle nous fait découvrir son univers. Parfois on demande à Diana si on peut s'approcher de son ventre et on te parle à tour de rôle. Il y a juste eu un moment difficile à la toute fin, la veille de notre départ. On vient de passer une semaine sur un petit nuage, mais à un moment, on comprend qu'il y a un gap entre la manière dont on pensait que Diana se protégeait au travail et ce qu'elle fait en réalité. On comprend aussi que c'est pas de la négligence ou de la dissimulation de sa part, juste une compréhension différente de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Elle suit les indications de son obstétricienne, c'est d'ailleurs ce qui est marqué dans le contrat. Nous, on pensait qu'elle suivait les recommandations de santé publique, qui sont plus strictes. Et là, on se met à s'inquiéter vraiment beaucoup. À tel point que moi, j'ai l'impression d'avoir de nouveau un moment d'entrée en paternité, mais cette fois-ci par la porte de l'inquiétude. Ce moment n'est pas évident car on n'a jamais eu à parler de choses contrariantes avec Diana. On se demande si on doit se tourner tout de suite vers l'agence pour leur demander de gérer ça. Mais on se dit que si on veut bâtir une relation avec Diana qui ait du sens au-delà du contrat, on ne peut pas à la première anicroche se précipiter vers les prestataires et se cacher derrière LE. Comme dans toutes les relations, parfois il y a des conversations difficiles, mais qui doivent quand même avoir lieu. Donc on prend notre courage à 2 mains et on demande à Diana si on peut lui parler. Elle écoute avec attention, elle comprend et elle se braque pas. C'était ce qui nous faisait le plus peur, qu'elle prenne ça comme une attaque contre elle. Au contraire, son premier réflexe est de proposer immédiatement de changer sa manière de faire si c'est mieux pour le bébé. On va ensuite en reparler sur plusieurs jours après notre départ pour caler tout ça. L'agence est mise dans la boucle car c'est aussi leur rôle, mais au final, d'avoir été capable de traverser ce passage délicat avec Diana, ça a continué de solidifier les bases de notre relation. On savait qu'on pouvait aussi traverser des moments de dissonance. Ce qui n'est pas sans importance au sein d'une famille, qu'elle soit de sang ou volontaire. Ce petit voyage pour venir vous rendre visite est donc la première chose qu'on va faire qui va nous aider à rendre cette grossesse plus concrète. La seconde chose, je te la raconte dans le prochain épisode. Tu vas voir, je suis sûr que ça va te faire rigoler, car c'est tellement typique de tes 2 papas. Alors, pas à la semaine prochaine, mais à dans 2 semaines. À partir de maintenant, il y aura un nouvel épisode, un mardi sur 2. J'ai hâte.